Pourquoi externaliser l'entreposage, hein? Quels sont les avantages de l'entreposage, hein, qui peut répondre à cette première question? Pour nous, externaliser, c'est trouver les compétences, l'immobilier, l'IT, et les ressources humaines pour exercer, toute la partie, logistique, entreposage, préparation des commandes et transport. Donc D'accord, donc effectivement, c'est d'allier à la fois donc l'activité d'entreposage et de préparation de commandes avec le oui, transport. Est-ce qu'il y a oui. d'autres, avantages qu'on peut trouver chez un 3PL, plutôt que de le faire par soi-même en fait, hein, cette prestation? Alors, je Les dirais compétences? l'investissement. Mmh. Alors, pour des activités qui démarrent aujourd'hui, effectivement, comme le disait la personne d'avant, c'est pas forcément le métier de tout le monde. Et mine de rien, en fait, trouver de la surface, des personnels, armer un bâtiment, bah, ça a un coût. Et quand c'est pas notre métier, bah, forcément, on a du mal à s'y mettre. Et puis pour le développement de la boîte, alors moi je parle plutôt du côté e-commerce que j'ai connu. Effectivement, c'est des enjeux qui font que on va plutôt même miser sur le commerce que sur la partie, on va dire, back-office ou exploitation logistique. Et quand on trouve le bon partenaire, parce que j'aime pas le mot prestataire, c'est vraiment une force. Très bien. Surtout dans des métiers comme le B2C où on a vraiment, une spécificité et puis des petits lots à préparer, hein. Tout à fait. Ouais. J'irais Alors même David, peut-être pardon, vas-y, ah, vas-y ouais, Baptiste. je me permets, moi j'irais peut-être même plus loin, parce qu'aujourd'hui on fait appel à un prestataire logistique, alors qu'on a notre propre logistique en interne. Ça nous permet au fait d'avoir aussi un gain de flexibilité quand on a une activité qui est saisonnière, quand on a une activité qui est croissante mais qui peut être volatile. On l'a vu avec la période de Covid, où des fois on prend des grands coups d'arrêt, des grands redémarrages. Ça permet aussi comme c'était mentionné avant, d'avoir à éviter d'investir des dizaines de millions d'euros pour construire un bâtiment de A à Z. Donc ça va être ça, plein de choses qui a une vraie part de flexibilité et aussi même des fois de savoir une maîtrise d'une spécificité logistique qu'on n'a peut-être pas en propre, mais qu'on peut trouver ailleurs. Très bien. David, tu voulais ajouter quelque chose? Répondre aux besoins de nos clients et aux demandes de nos clients, où géographiquement, des fois, on n'est pas adapté. Si on a du multisite, on ne peut pas répondre à des organisations en flux tendu, par exemple. Donc, on est obligé de centraliser ça à un endroit et disponibilité des surfaces pour produire plutôt que pour faire de la logistique. Exactement. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Et Donc une question de coût aussi, Thierry. Il y a aussi parfois, en fait, payer des gens, quand tu es dans une entreprise manufacturière, tu vas avoir tendance parfois à payer du coup des logisticiens au prix d'un manufacturier, d'un producteur, et du coup, ta logistique va te coûter plus cher que si tu ouais, le laisses. effectivement, c'est un Ou bon pas. argument. Ou pas. Enfin, Voilà. Ça mais en dépend de ce plus, qu'on tu risques de peut-être mal la faire. Très bien. Alors, est-ce que à partir du moment où on a, l'intention d'externaliser, c'est facile de définir ses besoins, de faire un cahier des charges? Comment vous vous y prenez pour justement définir vos besoins et rendre ces besoins aussi explicites que possible, lors d'un appel d'offres? Bonne question. Alors pour le coup, moi j'ai vu les deux. Moi j'ai fait de la distribution alimentaire aussi, donc on va prendre des gros du marché. Alors moi je connais FM parce qu'on a bossé avec eux chez Casino. Bon, en gros, faut rentrer dans leur case quand même. Donc en fonction de ce qu'ils savent faire. Et après sur plus la partie e-commerce. Le challenge, c'est effectivement de bien définir en fait le besoin et ce qu'on veut faire. Et là, c'est plutôt côté client pour être sûr que le logisticien en fait va être capable d'assumer. Le point clé, c'est effectivement que tout le monde s'y retrouve financièrement, quoi. Mmh. Ouais. Tirer vers le bas, c'est jamais une bonne presta, ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Alors ça, c'est la partie négociation. Si quelqu'un pourrait, rappeler un petit peu les différentes parties qu'on va trouver dans un contrat dans un cahier des charges, hein, d'expression de besoin.
Mais On déjà, il faut... va retrouver toutes les activités nécessaires à la réalisation de la mission, en fait. Donc, moi, par exemple, dans le cahier des charges, bah, je vais reprendre toutes les cadences et fréquences des livraisons vers les sites. Je vais voir comment je vais sécuriser la livraison, le transport aval vers les sites. Enfin, je vais détailler vraiment toutes les opérations logistiques et transport pour arriver aux résultats de performance attendus. Donc, au niveau qualité aussi. Je crois que la volumétrie, la volumétrie Oui. voilà, les fenêtres de volumétrie, on va dire, les fourchettes, et le SLA, le Service Level Agreement, doit être en particulier, à mon avis, bien établi et bien réfléchi. Savoir si c'est scalable ou pas, est-ce qu'on pourra avoir de la croissance et de quel niveau? Est-ce que cette croissance pourra être absorbée par le prestataire? C'est souvent les écueils qu'on va trouver, à part la description, comme vous dites, vraiment purement opérationnelle, fonctionnelle de toutes les tâches et toute la logistique existante qui doit rentrer et sortir du prestataire. Oui, du coup, c'est pas une volumétrie moyenne, ça va être une volumétrie sous forme de prévision de vente mensualisée, j'imagine. Alors après, ce qu'il faut donner, c'est les bonnes données, les vraies données. Ouais. Il y a des tendances, des gens qui ne donnent pas les vraies données. Et après, le prestataire, on biaise la relation avec le prestataire. Et au bout de 6 mois, il s'en rend compte qu'on n'a pas donné les bonnes références, on n'a pas donné les bons taux de rotation, on n'a pas donné le bon dimensionnement de stock, parce que les gens, ils cherchent quoi? Alors, ou par méconnaissance, parce qu'ils étaient déjà externalisés ailleurs, et du coup, ils s'en sont jamais occupés, et puis après, ils récupèrent ça avec les données que le prestataire qui laisse le dossier a envie de donner. Et des fois, les difficultés, elles sont là, et souvent, il y a des échecs par rapport à ça. Ou en se disant, je vais pouvoir gratter quelque chose, tout ce que j'aurais gagné, j'aurais gagné. Erreur à surtout ne pas faire, ça c'est clair. Et avoir après des outils pour bien suivre ça, des indicateurs, des KPI qui vont permettre de suivre quel est mon taux de prise, quel est la dimension de mon stockage, et tout ça après, quand c'est clair et c'est bien suivi, après on n'a pas de souci, et on n'a pas de souci dans la relation avec le prestataire, aussi bien tarifaire qu'il nous a fait, parce qu'on lui a tout donné, et aussi bien les relations après dans la qualité du travail, c'est pareil, s'il n'y arrive pas, on a donné les bons chiffres avec un taux d'acceptation d'écart dans un sens ou dans l'autre, ça a été dit un peu tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Il y a aussi le fonctionnement d'un point de vue échange informatique. Quel niveau d'automatisation, quels sont les systèmes qui seront utilisés, les normes, comment est-ce qu'on va échanger l'information, à quelle fréquence, toute la partie technique qui doit vraiment être extrêmement détaillée avec l'implication des équipes IT de part et d'autre. Est-ce que Martin... Il y a un aspect qui n'est pas neutre aussi. Pardon, ouais, c'est Sylvain. Je voulais compléter là, avec tout ce qui a été dit sur les aspects de responsabilité, voir qui est propriétaire de la marchandise. En général, c'est celui qui confie la marchandise qui l'est, mais on peut avoir aussi des accords tripartites quand on a des magasins avancés fournisseurs. Donc bien définir qui est responsable des dégâts causés aux marchandises. Définir aussi les flux en cas de retour. Est-ce que ça revient du client directement vers la plateforme? Dans ce cas-là, comment sont régularisés les mouvements? Et bien border aussi les aspects assurance. Il peut y avoir des aspects de renonciation à recours. Donc voilà, ne pas oublier ce volet assurance dans les contrats. Et PCA. Ne pas oublier les PCA. Tout à fait. Oui, tout à fait. PCA, les PCA le plan de continuité d'activité. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux être un peu plus explicite comment, on va dire, décrire un besoin de PCA dans un cahier des charges? Alors, un besoin de PCA dans un cahier des charges, tu vas identifier avec ton prestataire les risques qu'il peut y avoir. Donc, si je stocke de la marchandise réfrigérée, par exemple, qu'est-ce qui arrive s'il y a une panne de frigo? Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a un groupe qui est disponible pour pouvoir prendre le relais quand il faut? Tu vas avoir tout ce qui est communication aussi avec les réseaux Internet, la fibre, machin. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une antenne 4G ou 5G? Est-ce que vous avez du satellite? Est-ce que vous êtes capable quand même de récupérer
de récupérer l'information, par exemple, hein, il y a ces données-là. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mouvement? Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des ressources qui sont capables de venir s'il n'est pas bloqué, mais que... Qu'est-ce qui se passe? On a remis à jour pendant les pandémies aussi. Qu'est-ce qui se passe si les gens viennent pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si le site est paralysé à cause de ça? Pourquoi? Parce que nous, on a la marchandise dedans qui vit et qui se détériore au fil du temps. Donc, et qui a une valeur marchande très importante, au bout du compte, si elle n'est pas utilisée et si elle meurt toute seule parce qu'on ne peut pas la vendre. Donc, tout ça, ben, tu fais, et après, tu mets bien les interlocuteurs en cas de crise que tu dois avoir. Moi, j'ai eu au démarrage de l'entrepôt, il y a eu une inondation sur le quai d'expédition et dans les bureaux. Et ben voilà, ils savaient qu'ils m'ont appelé le dimanche matin en me disant ben, on a une inondation, donc quantifiez les choses, qu'est-ce qu'il y a, quand est-ce que vous pouvez revenir à la normale, qu'est-ce qui est touché, ben, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir le régler. Donc tout ça, on avait écrit que voilà les méthodes de communication qu'il faut qu'on ait entre nous pour pouvoir bien gérer ça. Et quand c'est clair, ben, au moins c'est bien accepté par les deux parties. Très bien, merci. En complément de ça, je me permets de répondre, Thierry Martin, là, pareil, puisque vous posiez la question. Ouais, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Alors, nous, on observe deux cas de figure quand on est sollicité. On observe le cas où le client, enfin le prospect, est complètement largué et un peu perdu et c'est assez flou. Et puis on a le cas où au contraire c'est très structuré, parfois notamment lorsqu'ils sont accompagnés par un consultant achat ou un consultant supply chain. Et dans ces cas-là, nous on se colle au plus près de ce que souhaite le consultant supply chain parce qu'on ne peut pas faire sans. Dans le cas où c'est pas très structuré, nous on a une structure qu'on propose à nos prospects et qui est en gros en 4 thématiques. La première thématique, c'est la partie globale et schéma logistique qui tient compte du contexte en fait d'externalisation. On a une deuxième partie qui est la partie promesse que nous on peut faire en tant que partenaire, donc c'est la SLA qu'on évoquait tout à l'heure et tout ce qui va avec. Il y a évidemment une partie très quanti sur les flux et les volumes de façon très concrète, et puis il y a une partie en effet qu'on qualifie de contrainte, alors qui peut être aussi bien des exigences techniques sur le plan de l'IT que des demandes de la part de notre client sur des reporting à faire ou sur des points très spécifiques. Donc, tout ce qui a été évoqué, je ne reviens pas dessus, mais voilà, ça reprend exactement tout ce qui a été évoqué. Il y a un point qui n'a pas été mentionné, et aujourd'hui on est de plus en plus sollicité là-dessus, c'est sur les sujets RSE. On commence à avoir, nous, des clients qui commencent à nous demander, en termes d'engagement, de leur fournir notamment les données carbone des envois qui sont faits de façon annualisée ou 2 fois par an. Donc ça, on nous demande en tout cas à minima témoigner d'engagement sur ces données-là, voire de leur produire du reporting au cours de notre contrat. Donc ça, c'est un sujet qui est fait. Et puis un autre sujet qui a été un petit peu évoqué, mais que nous, on est assez concret dans nos contrats, c'est la partie assurantielle. Et notamment, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit majeur? Donc, on a quelques cas de figure qu'on donne de façon très précise. Et puis, qu'est-ce qui se passe notamment si l'entrepôt crame ou s'il y a une inondation dans l'entrepôt et que ça a un impact sur les produits. Voilà, c'est les 2 points complémentaires que je rajoute par rapport à ce qui a été évoqué et déjà dit. Moi, je rajouterais juste un point pour avoir été pour le coup du côté client. Quelque chose qu'on oublie, c'est aussi en fait j'aime pas le mot stratégie commerciale, mais en tout cas, on va dire l'état d'esprit de l'entreprise qui va finalement la confier à son partenaire logistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le service client, en fait, il doit être respecté sur l'ensemble de la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les cahiers des charges. On parle, t'as combien de palettes, combien de colis, je vais consommer combien de cartons. En fait, l'un des points, en fait, de l'introduction, ça doit être comment je vais servir le client. Il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas dans le contrat, mais qui sont des prérequis, comme par exemple connaître le secteur d'activité, avoir visité les opérations en amont et en aval, et donc bien connaître l'activité de son client pour le prestataire. De la même façon, évidemment, le client aura eu soin de bien visiter tous les locaux, pas seulement celui qu'il va utiliser, du prestataire et les installations, que ça soit sur la partie transport ou parce qu'il y a du transport intersite très souvent, et bien entendu l'ensemble des opérations, soit des bâtiments, mais aussi back-office, etc., du prestataire. Une connaissance mutuelle.
Je pense Très qu'il y a bien. aussi, on peut rajouter quelques éléments tels que la gouvernance, aussi comment va se dérouler la relation entre le client et son prestataire, quelle strate de gouvernance, et aussi la partie indicateur KPI, sur quelle base sur quels indicateurs on va se baser, comment on va les brancher aussi aux différents systèmes d'information pour avoir en fait un référentiel commun. Qui permet d'avoir des échanges qui sont sains et apaisés, alors plutôt que passer son temps à essayer de savoir de quelle base auprès de quelle base on se réfère. Il y a aussi d'autres éléments, plus sur comment on va le mettre en place. Alors, il y a aussi un élément financier, c'est quelle est la grille tarifaire, avoir une grille tarifaire commune, parce que pour avoir fait un appel d'offres, je me suis rendu compte qu'on pouvait demander, on peut avoir un cahier des charges clair, fournir une trame et en fait avoir des grilles tarifaires qui sont formulées de manière différente. Donc après, pour comparer, ça devient compliqué et même en fait, des fois, ça peut vite faire naître des incompréhensions parce qu'on a l'impression qu'en fait, on se sent floué. De la manière dont on est facturé. Et on a l'impression que, ok, il y a certaines choses où ça a été tiré à la baisse pour emporter le marché, mais en fait, à côté, il y a des choses qui n'étaient pas claires dans la grille de facturation et qu'on découvre au dernier moment. Et après, il y a aussi des aspects de plan de transition sur si on travaille déjà avec un autre prestataire, comment on a prévu ce déménagement, comment les équipes du nouveau prestataire comptent monter en compétences. Donc ça, c'est un travail commun à faire, mais aussi aujourd'hui, qu'est-ce que le stocker, le 3PL, voire 4PL, qu'est-ce qu'il met en place pour former ses équipes, pour avoir des équipes compétentes, qualifiées sur les différents processus de ces différents clients. Ouais, je te rejoins tout à fait. C'est un plan de montée en puissance et sur lequel on définit, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on définit une qualité de prestation acceptable pendant les périodes. Parce que c'est obligatoire de faire comme ça, parce que si on fixe des objectifs trop importants au démarrage, souvent on se plante. Et après, c'est être présent. C'est être présent au démarrage. Nous, on a toujours été très présents au démarrage, avec des réunions tous les soirs, etc., pour bien faire, et sur le terrain pour répondre à toutes les questions. Et en faisant comme ça, les choses sont claires, elles ont été écrites par les mêmes personnes qui sont présentes, et c'est toujours plus simple d'avancer sur les choses ensemble. Et en fait, j'ai bien aimé, c'est pas un prestataire, c'est un partenaire. C'est tout à fait ça. Il faut pas oublier que entre le prestataire logistique et le transporteur, c'est le dernier lien, nous industriels, vers notre client. Donc c'est eux qui représentent notre entreprise vers le client. Donc on a tout intérêt à que tout se passe bien et qu'il y ait vraiment un partenariat entre les deux parties. Sinon, on peut aller droit dans le mur des choses. Ça, c'est clair. Je rebondis juste sur ce que vient de dire David. Nous, on structure justement nos SLA en fait en 3 thèmes, en 3 gros blocs dans nos contrats, en disant que les SLA doivent être atteignables, engageants et contraignants. Atteignable, c'est-à-dire le fait, et c'est vraiment 3 blocs et on incite entre guillemets nos clients chargeurs à entre guillemets à présenter ça comme ça. C'est définir avec eux qu'est-ce qui est, je dirais, des objectifs qui sont de l'ordre de l'atteignable et qui incluent une marge d'erreur parce que le zéro défaut n'existe pas. Donc, quelle est la bonne marge d'erreur acceptable pour le client? La deuxième partie, on parle de SLA qui sont engageants, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en termes de pénalité ou en termes d'impact pour le 3PL si notamment ces objectifs n'ont pas été atteints alors même qu'ils étaient dans l'ordre du raisonnable et puis dans l'ordre de... Voilà, donc il faut qu'ils soient engageants avec un impact. Et puis ensuite, la troisième partie, c'est, nous, on appelle ça les paragraphes contraignants. Et ils peuvent être dans les deux sens, c'est-à-dire que dans quelle mesure le 3PL n'a pas atteint son objectif, eh ben, il doit prouver qu'il se met en mouvement pour atteindre ses objectifs. Et inversement, peut-être que ces objectifs n'ont pas pu être atteints parce que le client ne lui avait pas donné en fait, des infos qui avaient été convenues qu'il devait lui donner. Et dans ce cas-là, cette partie contraignante, elle est aussi évoquée en disant que le client s'engage à donner un certain nombre d'informations pour permettre au 3PL d'atteindre ses objectifs. Voilà. Et moi, je partage ça parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé pas mal. C'est atteignable, engageant, contraignant. 3 blocs à faire apparaître dans les appels d'offres. Très intéressant. On voit que notamment ces cahiers des charges sont hyper riches. J'ai une question à vous poser. Combien de temps ça prend de rédiger un cahier des charges et surtout, quelles sont les personnes
qui vont intervenir à tour de rôle pour compléter ce cahier des charges? Alors c'est variable, comme je le disais tout à l'heure. Si tu dois réécrire un cahier des charges parce que tu veux changer de prestataire, le problème c'est est-ce que tu avais des équipes qui s'occupaient de ça, qui pilotaient ton prestataire ou pas? Parce que ça, on s'aperçoit quand il y a des prestataires, ça fait longtemps qu'il y avait une relation avec un client. Ben, dans l'organisation, toi, industriel, dans l'organisation que tu as eue, ben, tu n'as pas rempli des cases qu'il aurait fallu remplir pour suivre ce prestataire et bien connaître ton activité. Et la difficulté que tu peux avoir, c'est récolter les bonnes informations du prestataire actuel pour pouvoir les transformer vers le prestataire de derrière. Et ça, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Donc, après, si tu connais bien connais bien ton métier et tu mets, enfin, nous, on a fait des ateliers à chaque fois, des ateliers qui durent, hein. Dans la durée, c'est 9 mois, mais c'est pas 9 mois de boulot intensif, mais c'est 9 mois pour revoir tous les scénarios qui vont on l'a dit tout à l'heure, de la construction de tous les messages EDI pour communiquer correctement, jusqu'à toutes les opérations après, une par une, en disant c'est bon, je valide ça, je suis d'accord, avec des consultants de l'éditeur du logiciel qui est utilisé par le prestataire, pour voir comment répondre à la demande et s'adapter le plus possible au standard qu'offre l'outil, en disant avec ce process-là, pour moi, ça va marcher. Donc on valide aussi chaque étape de la construction d'une externalisation, et ça c'est important, et ne pas laisser, nous on a eu une mauvaise expérience là dans le groupe il n'y a pas longtemps, de laisser le prestataire prendre la chose, se débrouiller tout seul, dire c'est bon, ça passe, et de toute façon j'ai l'habitude d'en faire. Et on sait qu'il y a des prestataires qui proposent des prix très attractifs, mais qui ne vont pas au bout des choses. Et après, ceux-là, ils reviennent derrière, mais bon, ils sont connus de place publique, donc sur la place publique, donc il n'y a pas de souci. Et ça, c'est super important de faire attention à ça. Il ne faut pas faire confiance tout de suite. Nous, on a mis 1 an à peu près hein, pour ce cas-là, et quand j'étais chez Auchan, c'était à peu près pareil quand même. Donc 1 an pour finalement rédiger les cahiers des charges ensemble, précis, détaillés, et ensuite faire tous les ateliers au niveau métier et au niveau IT. Comme le disait David, effectivement, la partie IT, elle a été assez lourde puisqu'il y avait effectivement tous les flux à mettre en place. Et on a fait des ateliers métiers qui ont duré à peu près 6 mois pour être prêts au jour J. Et on faisait des ateliers non seulement avec le nouveau, mais aussi avec le sortant pour pouvoir sortir proprement, j'allais dire, et être au rendez-vous, puisque dans cette activité-là, on changeait d'entrepôt. Donc, il fallait aussi préparer le phase-in et phase-out des uns et des autres. Donc, c'est 1 année quand même. Ce que vous voulez dire, c'est 1 an pour changer de prestataire. C'est pas 1 an pour faire le cahier des charges. Oh non, non, oui, bien sûr. C'est 1 an entre le cahier des charges et le changement. Oui, c'est ça. OK. Oui, tout à fait. Oui. J'avais une question, moi. C'est comment je peux me permettre de poser des questions aussi Vas-y, de toute façon, il y avait une question aussi de quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui posait la question suivante: comment est-ce que vous structurez vos ateliers métiers, justement? Alors, nous, on a fait appel à un consultant quand même pour nous aider justement à cadrer, parce qu'il n'y avait pas forcément de culture projet. On l'a vraiment géré comme un projet. Donc, avec un consultant qui nous a aidés à structurer les ateliers métiers et à faire du coup, à faire en sorte que chaque personne était bien là aux réunions avec compte rendu de réunion, etc. Donc, on a pris un tiers. Et puis après, le prestataire aussi a une organisation. Hein, quand tu prends, il a un chef de projet, il a une structure, il a une façon de travailler. Il ne faut pas se marcher dessus. Et l'échange, il est là. Et dans le choix, quand quelqu'un présente déjà une structure avec un chef de projet et comment sont structurées chaque étape,
c'est déjà très important. C'est le métier du prestataire de pouvoir nous proposer ça. Oui. Nous, on est des simples industriels ou des simples détaillants, distributeurs. Donc, on part pas du principe que c'est notre métier. Donc, toute la structure, on a besoin d'un accompagnement sur lequel ils ont de l'expérience. Et sur ce sujet-là, eux aussi ne veulent pas se tromper. Donc, en général, ça se passe. Enfin, moi, je l'ai fait 2 fois en peu de temps. Ça s'est à chaque fois très très bien passé en faisant comme ça. Alors là, ça doit dépendre des structures aussi, parce que là, pour les pizzas dell'Arte et brioche dorée, c'est 450 restos, c'est une petite structure, c'est pas comme Auchan. Et du coup, nous, on n'avait pas de gestion de projet, et honnêtement, le prestataire qu'on a, c'est un petit. Donc, D'accord. son équipe projet, elle n'était pas top, honnêtement. Enfin, ils étaient plutôt techniques. Et du coup, nous, on a vraiment voulu profiter de l'occasion pour revoir aussi nos processus internes, en fait. D'accord, ok. Pour démarrer une relation dans les meilleures conditions. Donc, nous, déjà, on devait être carré sur nos métiers, la façon de le faire et du coup, la façon d'interagir avec le prestataire. Ok. C'est le choix qu'on a fait, en fait, dans Il y a cette une petite. question de la part de Jérôme Herbin qui demande comment Ouais. est-ce que vous intégrez la notion d'amélioration continue dans le cahier des charges et l'amélioration de la productivité inhérente. Ouais, bien sûr. Alors ça, je me permets de répondre en tant que 3PL là-dedans. Alors nous, c'est pas dans le cahier des charges, mais c'est dans les contrats. Clairement, c'est des paragraphes qu'on rajoute pas si on n'est pas pressé par le client pour le faire. En revanche, quand on les écrit à 2 niveaux. Il y a une partie quali et une partie quanti. La partie quanti, elle est uniquement sur la partie taux de service. C'est-à-dire qu'on s'engage à définir un taux de service minimum la première année et on s'engage ensuite à ce que ce taux de service s'améliore les années suivantes. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des pénalités financières éventuellement. Ensuite, sur la partie, il n'y a pas d'engagement quanti d'amélioration de prix qui est faite d'une année sur l'autre. Pourquoi? Entre autres parce que les demandes peuvent varier ou il peut y avoir des avenants au contrat en cours d'année suite à le développement de l'activité du client ou suite à la mise en place de nouveaux services, etc. Et donc, on s'est rendu compte que c'était compliqué d'inclure en fait une partie quanti sur les prix en amélioration. En revanche, il y a une partie quali qui est écrite, qui dit en gros que le 3PL, le prestataire, le partenaire, est là pour fournir son best effort, son meilleur effort. Je ne sais plus exactement comment c'est rédigé, mais c'est un peu cette Oui. notion-là, pour proposer des solutions qui vont dans le sens d'un meilleur service et d'une baisse des prix unitaires. Voilà. Mais c'est plus un engagement de best effort que voilà, et c'est plus mentionné un peu quali. Voilà. Par contre, il y a des engagements quanti, mais qui eux sont uniquement sur les taux de service. D'accord. Nous, vas-y, Catherine. Ouais. On a rajouté un paragraphe sur un plan de progrès partagé, nous. Nous aussi. Donc, pareil. ouais, voilà. Avec une obligation qui représente tant de pourcents des choses. Pourquoi? Parce que souvent on est indexé dans un contrat logistique. Donc en fait, si on prend qu'une indexation, après une indexation, on peut la gommer en partie avec un plan d'amélioration continue. Et ce plan d'amélioration continue est partagé avec, moi j'ai une liste chaque début d'année des plans qu'ils ont pour travailler. Tous les trimestres, on fait une revue de ces plans d'amélioration continue pour aller chercher les choses. C'est une carotte. Et moi, dans l'autre sens, vous parliez du quali, moi je donne une carotte. C'est-à-dire que je leur dis c'est quel taux. Si ils dépassent de 0,2 ce taux-là sur lequel on a défini le contrat, je leur verse un pourcentage du chiffre d'affaires en fin d'année. Donc ça, c'est pousser, inciter le prestataire à être meilleur derrière et lui dire tu t'arrêtes pas à ce qu'on a écrit contractuellement, je sais que tu peux aller plus loin et nous plus loin, c'est des points de taux de service qu'on va chercher par rapport à nos clients. Donc après, on l'a derrière, mais je trouve que c'est un système qui est, je l'avais pas fait le premier, je l'ai fait avec le second, et je trouve que c'est un système qui est incitatif. Il n'a pas tous les ans, hein. C'est pas l'école des fans, hein. Il n'a pas tous les ans. Il y a des années où il n'a pas. Mais c'est pas grave. Et lui, ça lui met une pression supplémentaire en disant pourquoi je ne l'ai pas, et il va analyser pourquoi il n'a pas. Et je trouve que c'est intelligent d'inciter les choses à ce que. Et puis récompenser quand les choses sont bien faites, hein. Parce que sinon, on est toujours pénalisé. On a un peu l'habitude de ça avec nos clients. On est toujours pénalisé, mais on n'est jamais récompensé des efforts qu'on peut faire.
Donc voilà. Super. Il y a 2 questions. Première, Baptiste, tu avais levé la main aussi? Ouais, non, c'était plus pour répondre à ta question initiale qui était de savoir qui on mettait en fait autour de la table pour Ouais. construire et discuter du cahier des charges. J'ai envie de dire tous ceux qui vont être concernés par la qualité logistique. Alors forcément, il y a, on va dire, le responsable logistique, le responsable supply, mais on a aussi la partie finance. Dans certains métiers, on a la partie service client. C'est un truc bête, mais bon, moi, je vais partir plutôt sur la partie e-commerce, voire même distribution alimentaire. À un moment donné, il faut pouvoir aussi caler le temps de résolution, je sais pas, d'un litige client, d'une enquête sur un colis qui est pas complet, etc. Donc, sans mettre vraiment tout le monde à fond sur le cahier des charges, il y a quand même une expression de besoin à prendre sur tous les métiers qui vont être touchés par la presta logistique, entre guillemets, une fois qu'elle est exécutée. Après, moi, je viens aussi de l'alimentaire, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Les services qualité, enfin voilà, les traçabilités, les numéros de lot, enfin tous ces trucs-là, ça veut dire qu'effectivement, on met quand même pas mal d'acteurs autour de la table au moment où on commence à rédiger l'expression de besoin. C'est avant même le cahier des charges, c'est l'expression de besoin qui est intéressante. Et juste, je rajouterais en fait sur la partie expression de service. Moi, je l'ai vécu chez Franprix. On a fait quelques prestats, ce qui n'était pas, on va dire, l'ADN de la maison. Et le choix avait été fait en fait d'être très intrusif, c'est-à-dire qu'on arrivait avec nos process et nos outils, y compris informatique. Voilà. Ok. D'accord. Alors quand on regarde un petit peu tout ce que vous mettez dans le cahier des charges, c'est énormément de données, mais aussi de rubriques. Lorsque vous faites votre appel d'offres, finalement, donc vous avez 2, 3, 4 prestataires potentiels donc, qui vont répondre. Comment est-ce que vous analysez ces offres ensuite? On disait tout à l'heure que c'était assez difficile parfois de les comparer les unes aux autres. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces pour justement faciliter les rapprochements, les comparaisons d'offres et savoir finalement opter pour le meilleur? Chez Auchan, il y avait une maquette et les prestataires, ils étaient obligés de répondre sur cette maquette. Donc, on pouvait comparer vraiment toutes les unités d'œuvre, les charges fixes, le variable. On savait où étaient les chefs d'équipe. Enfin, c'était hyper formaté. Du coup, c'était plus facile, j'allais dire. Là où je suis, c'est plus petit. Et du coup, waouh, je suis arrivée après l'appel d'offres, mais j'ai vu qu'il parlait de kilos, après de colis. En fait, je voyais rien sur la productivité. Donc, c'est hyper important quand même de poser le cadre quand on est client et de savoir ce qu'on veut en termes d'unité d'œuvre, de parler de la même unité d'œuvre. Chez moi, le contrôleur de gestion, il parle en kilos. Moi, je parle en colis. Les achats, ils parlent en litres, pièces ou kilos. Enfin, donc, c'est hyper important de définir le bon masque et de savoir du coup ce qu'il y a derrière les chiffres. Et donc de dire, bah, les chefs d'équipe, je veux qu'ils soient soit dans le fixe ou dans le variable, les engins, etc. Enfin, je pense que un masque qui soit utilisé pour l'appel d'offres, c'est hyper important. De ma petite expérience d'Auchan, en tout cas, je vois la différence. Hein. Je partage complètement. Alors après, les productivités, il faut faire attention, parce que vous l'avez dit, c'est des fois les salariés sont, enfin les intervenants ne sont pas positionnés au même endroit. Ce qui est important, nous, ce qu'on a regardé, c'est le nombre de personnes qui mettaient par tâche. Ils avaient les mêmes données, le même nombre de palettes entrantes, le même nombre de colis à traiter, temps picking, temps palette complète, etc. Donc après, combien vous mettez de chefs d'équipe, combien vous mettez de personnes, comment vous avez dimensionné votre... et sans parler des coûts. Hein, et après, on voit qu'il y en a qui mettent vraiment personne, alors qu'ils ont à peu près le même outil pour fonctionner. Enfin, ils mettent pas grand monde, donc déjà là... faut s'inquiéter. Enfin, nous, on s'inquiète et on dit bon là, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible qu'ils fassent le boulot comme ça. Et c'est là où on voit la maturité aussi des réponses qu'on a. Hein. Et après, si on compare bien chaque poste avec les effectifs qu'il y a dans chaque poste, qu'ils soient à droite ou à gauche dans les coûts, à la rigueur, c'est pas très grave. L'essentiel après, c'est de pouvoir simuler ce qu'on nous a envoyé. Mais c'est de bien quantifier et dire, voilà, et on voit que 70% vont être dans le même scope à peu près, à plus ou moins 5%,
Et après, ceux qui sont vraiment en dessous, ceux qui sont vraiment au-dessus, on se dit, il y a un problème, ils ont traité exactement les mêmes données. Ils sont pas tous révolutionnaires. Enfin, nous, dans le métier qu'on fait, il n'y a pas de révolution technique qui puisse permettre de justifier ce gain-là. Voilà. Puis après, c'est est-ce qu'il met de l'investissement sur de l'automatisation, sur de la mécanisation ou pas? Est-ce qu'il nous demande d'en avoir? Quelle est la durée du contrat qu'il nous propose, etc. Donc ça permet aussi de comparer les choses. Le coût, pour moi, c'est de côté, puis il y a déjà tout le reste, et le feeling. Le feeling avec les équipes opérationnelles en face est très important. On ne s'arrête pas à la relation avec le commercial, hein, ou le président de l'entreprise. Hein. C'est les gens qui vont faire le boulot. Ben, c'est super important de les rencontrer, puisqu'on voit le feeling si on l'a ou pas. Nous, on a fait le choix de mettre quelqu'un sur place. On a 25 000 tonnes externalisées. Dans l'organisation, il y a quelqu'un de mon équipe qui est 2 jours, 3 jours par semaine, et c'est l'interlocuteur unique du prestataire pendant toute la vie du dossier. Donc, c'est-à-dire que le prestataire ne discute qu'avec lui, et lui, après, discute avec toutes les autres personnes de la société. Que ce soit la finance, que ce soit les usines, que ce soit le service client, voilà, tout est centralisé vers lui, et c'est lui qui fait ce rôle-là. Quand il n'est pas là, je le remplace quelquefois, et je trouve que c'est très bien parce que ça avance beaucoup plus vite. Ça surprend les prestataires d'avoir un implant sur place au départ. On va être fliqué, mais d'un autre côté, ils sont très contents parce qu'ils ont des réponses immédiates à leurs questions et ça ne traîne pas à envoyer un mail et attendre une réponse que quelqu'un réponde sans connaître les jours. Voilà. Très bien. Alors, il y avait une question sur la contractualisation. Est-ce que vous intégrez une durée en fait minimale sur un contrat et si oui, quelle durée pour un contrat d'externalisation? Bah, en général, en fait, les contrats sont. Alors, moi, de mon expérience, hein, les contrats sont un petit peu calés sur les baux. C'est-à-dire que un contrat d'1 an, ça existe. Enfin, c'est juste, on va dire, voilà, il y a un problème. On va mettre quelque chose pour faire du délestage ou quelque chose comme ça, mais ça marche pas. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage possible, etc. Donc, en général, en fait, on est sur un minimum de 3 ans. Après, renouvelable, mais voilà, sinon en dessous, c'est une solution ou de backup ou de gestion de crise, mais je vois pas comment une équipe en fait peut prendre un process qu'elle connaît pas forcément en moins de 3 ans, quoi. Oui, puis le Je coût de rejoins l'implantation. Baptiste sur la durée du bail. Et le coût les de l'implantation. investissements. Exactement, mais de toute façon, investissement humain des gens qui vont y travailler, ça coûte de matériel. l'argent, ça nous coûte de l'argent aussi de faire tous les travaux, hein, tous les ateliers, développement, etc., dans nos outils. Donc tout ça, ben, on ne peut pas changer tous les ans, hein, je rejoins tout à fait, et c'est minimum 3 ans, voire plus s'il y a l'investissement qu'on demande aux prestataires, comme je parlais tout à l'heure, d'automatisation ou autre, hein, où il nous dit, ou s'il construit quelque chose à façon, hein, parce qu'on lui demande de construire un entrepôt à façon. Ou de préparer un entrepôt à façon avec une température spéciale, avec des contraintes fortes, ben, à ce moment-là, on s'engage un peu plus haut. Ça veut dire qu'il faut également prévoir dans le contrat les conditions de sortie dans le cas où on n'irait pas jusqu'à l'échéance. Ouais, c'est ça, Exactement. Elles sont bien Alors précisées. justement, on va en arriver. Donc, quels sont les facteurs clés de succès en fait d'une externalisation logistique? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Et ensuite, je vous poserai la question, qu'est-ce qui risque d'échouer? Et qu'est-ce qu'il faut anticiper par rapport à ça? Alors, commençons par les facteurs clés de succès. Donc, tu parlais d'implants notamment tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas les moyens aussi de s'offrir un implant sur place. Est-ce qu'il y a d'autres points en fait qui vont véritablement, on va dire, renforcer, sécuriser cette relation? La transparence. Ouais, et les outils de pilotage aussi. Je suis La d'accord, la transparence. transparence sur les données aussi. Voilà, si on en a, faut les donner, faut partager. Après, effectivement, moi, je reviens encore sur l'expérience du e-commerce parce que je viens de l'alimentaire et franchement, le e-commerce, c'est quand même le roi des marketeurs qui décide le lundi de faire une opération de mardi pour multiplier par 3 le volume du mercredi. C'est un enfer pour un logisticien. Ça, il faut le partager, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut vraiment avoir cette relation de transparence avec son partenaire. Hein. Je reprends encore le mot partenaire que prestataire. Si vous lui dites, OK, tu as en moyenne sur l'année 5000 colis à faire par jour, bah, il va se mettre sur 5000 colis par jour. Et quand vous avez une OP où vous faites x5, bah, c'est mort. Donc la transparence. Ouais. Transparence, et puis quand on ne sait pas, on le dit aussi, quoi.
Surtout. Par exemple, pour les JO, on ne sait pas, mais je leur ai dit que je ne savais pas. Bah, je suis d'accord. On ne sait pas ce qui va Donc, être quand vendu. ça va arriver, ben, au moins, ils savent que je ne savais pas, mais que je leur ai dit. Ouais. Après, c'est partager des prévisions. Nous, on partage Ouais. des prévisions à 10 semaines glissantes, qu'on corrige toutes les semaines. Pourquoi? Ben, ça permet d'être plus crédible aussi quand on parle de tarifs, etc. Parce que ben, ils n'ont pas besoin, ben, ils ne sont pas dans l'inconnu. Ils disent, bon, il n'y a pas beaucoup de clients qui font ça, malheureusement. Mais d'avoir des prévisions qui sont à 5-6% d'écart, ben, pour eux, c'est béni, quoi. Et ça leur permet aussi de bien dimensionner leurs équipes et de bien savoir les choses. C'est comme le planning des volumes qui vont rentrer, et bien les donner à S-1, fin de semaine, pour qu'ils puissent dimensionner les caristes qu'il y a besoin et bien planifier les rendez-vous derrière. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des activités avec beaucoup de variations suivant les semaines. Et c'est important de communiquer. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, transparence, Baptiste, hein, et Catherine l'a répété, mais c'est aussi c'est communiquer. Et c'est pas en envoyant un mail qu'on communique tout, c'est aussi en expliquant ce qu'on fait et pourquoi on le communique de cette façon-là. Et on est beaucoup plus serein à côté, hein, je peux vous le dire. On ne se pose pas de questions, on se dit, c'est bon, il a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc s'il nous dit qu'il n'arrive pas à marcher, on lui dit, ben, je t'ai tout donné, donc, et puis il le reconnaît, hein, donc il va tout faire pour que ça marche. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès, en plus de la transparence, de la communication, d'apporter un prévisionnel? Ben, on l'a dit tout à l'heure, le cahier des charges, Ouais. s'il est clair, ben, Ouais. Une revue régulière aussi. Ouais. J'ai un copil mensuel, moi, avec eux sur les résultats, la performance et puis donner un peu de visibilité sur ce qui va se passer. Alors, il En y a, fait, il y a- je pense il y a un aspect IT qui n'a pas été beaucoup évoqué, mais il y a le cahier des charges techniques côté IT et les Oui, tests, oui. recettage, et ça peut Mm. être, alors non pas, je dirais, un arrêt du projet, mais enfin des débuts difficiles si ça n'a pas été correctement fait. sur la partie IT, vous êtes plutôt à recommander d'utiliser le WMS du prestataire ou plutôt de venir implanter votre WMS et système d'information interne? moi je suis clair, WMS du prestataire. Et moi, Enfin, ouais. moi c'est mon idée, et pourquoi? Parce qu'il peut amener les meilleures performances possibles, il peut mutualiser son outil, il a la polyvalence entre les dossiers qui utilisent le même outil de ressources. Et ça, franchement, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il vaut mieux parler et travailler sur des interfaces que de se dire C'est ça. j'impose un outil. Et pourquoi? Parce qu'il va toujours avoir, il peut avoir toujours une bonne excuse, mais une bonne, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maîtrise totale de l'outil, il n'a pas la connaissance du prestataire éditeur de l'outil, pas tout le temps, ou alors avec notre version et pas la version 3PL, je dirais, parce qu'un 3PL adapte un outil au dossier qu'il a derrière. Donc moi, il n'y a pas photo. Je pense que, j'en suis sûr, jamais je m'orienterai vers imposer un outil à un prestataire. Alors, je suis d'accord, surtout que de toute façon, les interfaces, elles vont être compliquées, même si on s'en a son propre WMS et qu'on a de toute façon des difficultés de synchronisation entre, par exemple, SAP ou le ERP qui sera utilisé et le système spécifique de WMS, que ce soit le nôtre ou celui du prestataire. Bon, Martin a peut-être un commentaire là-dessus. Ouais. Bah, deux expériences, celle d'Auchan où le WMS était celui d'Auchan. Et du coup, Auchan, il arrivait avec son WMS, son immobilier. Et c'était quand même, je trouve, précieux pour du coup analyser toutes les données, travailler sur la productivité, enfin recueillir toutes les informations. Là, moi, j'ai un prestataire qui a son WMS et finalement, bon, ok, je ne fais pas d'ingérence, mais j'ai finalement peu de données pour aller chercher des plans de progrès aussi, pour m'immiscer un petit peu dans ce qui est fait sur l'entrepôt. Et moi, je trouve que c'est un biais. Là, ça me gêne de ne pas savoir ce qui se passe sur l'entrepôt. Ben, moi, j'ai accès à leur BI. Donc, en Oui, ayant accès à leur BI, j'ai tous les indicateurs qu'il faut, les mêmes outils qu'eux ont pour piloter l'entrepôt. ouais, j'ai pas tout. Mais Martin peut nous en parler parce que je pense qu'il a peut-être eu les deux expériences.
Oui, là-dessus, nous, c'est assez simple. Alors, le point particulier, nous, on travaille vraiment sur des entrepôts qui sont multi-clients. Donc, si en effet, chaque client venait avec son propre WMS, ça ne serait pas possible. La deuxième partie qu'on évoque, c'est vous nous demandez d'être performant, évidemment qu'on peut l'être, mais avec les outils en fait qu'on maîtrise. Donc, si vous venez avec un nouvel outil, on ne vous garantit pas le niveau de performance derrière. Après, par contre, c'est, je dirais aussi aux 3PL de s'adapter aux attentes de ses clients. Et si ces clients, en fait, le client, il n'impose pas un outil dans l'absolu. Ce qu'il impose, c'est un résultat. Donc, si son résultat, c'est d'avoir des outils de pilotage, des preuves de qualité de service et des preuves qu'il y a bien une amélioration continue qui est mise en place, et puis des preuves que ce n'est pas une boîte noire, c'est aux 3PL en fait, de développer les connectiques qui vont bien pour créer une interface qui apporte tout ça aux clients. Mais on parle bien d'interface, on ne parle pas d'outil cœur. Voilà. Sur la partie outil cœur, il faut bien que ça soit celui du 3PL. Après, je rebondis sur les autres points qui étaient les facteurs clés de succès. Moi, je vous donne inversement 3 raisons pour lesquelles on a eu des démarrages parfois difficiles, et je parle juste de démarrage. Premier démarrage, c'est en effet des flux informatiques qui n'avaient pas été bien testés, ou en tout cas une équipe projet informatique qui n'était pas présente, disponible au moment du start, du go live. C'est-à-dire que le travail est pensé avoir été bien fait, puis en fait, il y a toujours des couacs qu'on n'a pas anticipés. Donc, il ne faut pas seulement que le travail ait été bien fait en amont, il faut aussi que la première semaine de go live, l'équipe informatique ait une team disponible. Voilà, ça, c'est important. Parce que peut-être qu'il ne se passera rien du tout, parce que tout déroulera, mais peut-être qu'il y aura des problèmes. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu parfois des démarrages un petit peu difficiles, alors même qu'ensuite, ça s'est très bien déroulé, les premières semaines, parce que notamment, il y a eu un défaut, notamment côté 3PL, de accompagnement, je dirais, les premières semaines, dans la relation, et puis dans le fait de rassurer, je dirais, le client, parce qu'en fait, du jour au lendemain, s'il avait déjà externalisé et qu'il passe à un nouveau 3PL, potentiellement, il change d'interlocuteur, donc rien que ça, c'est nouveau. Puis même s'il était internalisé et qu'il bascule tout à l'extérieur, c'est une source de stress intense pour lui. Donc pour nous, on a un truc qu'on appelle cocooning, qui est vraiment les 4 premières semaines, où en gros, c'est un call tous les jours systématique, quand même, il n'y a rien à se dire, si ce n'est juste tout va bien et on vous aime. Mais c'est voilà, montrer qu'on est présent et qu'on accompagne. Et c'est juste un call, c'est une visio par semaine, et parfois c'est une visite physique toutes les 2 semaines pour montrer où ça en est. Et ça, on a vu des cas où on ne l'avait pas mis en œuvre, et il y a des fois où, en fait, tout de suite, c'est toujours pareil, vous n'avez pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ensuite, un petit point technique, mais qui est une 3e raison pour laquelle parfois on a des démarrages difficiles, c'est anecdotique, mais ça peut foutre un foutoir incroyable, c'est la base article. Et en fait, souvent, 90% du temps, la base article, elle n'est pas nickel. Et un logisticien, il ne peut pas travailler avec une base article qui ne soit pas nickel, parce que il n'y a pas toutes les qualités, mais s'il y a bien un truc qu'il sait faire, c'est ranger un produit spécifique dans une case spécifique. Et si on a 2 articles qui ont le même code barre, ou alors des articles identiques qui ont plusieurs codes barres différents, mais qu'on est censé les traiter de la même façon, c'est le foutoir. Et donc, il arrive, et ça c'est à peu près un tiers du temps, qu'on doive réécrire ou redéfinir toute la base d'articles avec notre client, potentiellement parfois en créant des nouveaux codes barres, parce qu'en fait, il a un système de référencement qui n'est pas du tout adapté à un traitement, je dirais, très précis et très fin et très minutieux côté logisticien. Donc ça, une base d'articles propre et bien préparée en amont, c'est essentiel. Sinon, c'est juste ingérable au moment où la marchandise arrive. Voilà. Alors, il y a ça, mais il y a également la, la qualification en poids et en taille des nouveaux articles qui arrivent. Et à mon avis, il y a une bonne pratique qui consiste à passer les nouveaux articles qui arrivent par un dimensionnement et une reprise de mesure de poids, etc., au moment où pour la première fois l'article arrive chez le prestataire, pour pouvoir Oui, alors valider les ça, on l'a. hypothèses et rentrer et le valider. Et Tout à fait, c'est le HTL. Et ça, c'est. Alors, nous, on est sur des produits textiles et beauté, donc typiquement avec. Ça va des produits qu'on peut mettre sur penderie, au slip, en passant par la chemise ou le jean ou la robe assez haut de gamme. Et c'est des produits assez haut de gamme. Ça, c'est important, notamment pour le 3PL, derrière, pour l'optimisation de son stock, parfois en fusionnant, enfin, en regroupant des emplacements qui sont comme ça un peu optimisés. Et c'est quelque chose qui est normalement, enfin, nous, qu'on fait quasiment systématiquement. Mais certains, en effet, le font pas. Et là-dessus, est-ce que vous laissez le 3PL aussi déterminer du coup la palettisation associée, ou est-ce que vous lui imposez une palettisation Donc, en Alors, moi, j'ai réception, observé 2 choses. à la réception des nouveaux articles?
Moi, j'ai observé juste, je vous partage deux choses que j'ai observées, c'est mes confrères 3PL. J'ai observé en fait des confrères qui facturaient à l'emplacement palette, par exemple, et d'autres qui facturaient à l'article. Nous, on essaye au maximum de tendre vers une facturation en fait aux produits stockés. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça permet de dire aux clients, ne vous occupez pas de la façon dont on optimise nous-mêmes notre entrepôt, c'est notre affaire. En revanche, nous, on vous facture ce que vous nous confiez en termes de quantité d'articles. Et j'ai vu des confrères en fait qui facturaient du mètre linéaire, qui facturaient des emplacements palette prix, etc. Puis quand vous veniez sur place visiter l'entrepôt, en fait, vous aviez seulement 3 cartons par palette et en fait, c'était presque un scandale, la façon dont le truc était facturé. Donc, il y a les deux cas. Si vous vous mettez à facturer en fait des emplacements de stockage, il y a un risque pour le client de se faire avoir, en tout cas de ne pas inciter le 3PL à optimiser son stock en termes de densification. Si en revanche, vous avez une facturation aux produits stockés, là, tout de suite, ça devient brutalement un sujet pour le 3PL d'optimiser son loyer et d'être dans une démarche, je dirais, de densification du stock. Bien, merci. Est-ce qu'il y a maintenant des témoignages sur des situations qui ont plutôt été compliquées, voire, enfin bref, peut-être même catastrophiques avec Ouais. un prestataire? Moi, j'en ai une catastrophique, mais je voulais juste revenir 3 secondes là, sur l'histoire du WMS, si c'est celui du 3PL ou celui de l'entreprise. Ça dépend aussi pas mal des contraintes. Aujourd'hui, en fait, quand on prend un partenaire logistique qui est intégré, en fait, je prends le cas de livraison en propre dans un flux de livraison, c'est compliqué d'aller connecter le TMS qui définit les tournées avec la cadence du WMS qui est pas le même. Enfin, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, forcément, je fais la comparaison avec Auchan, où pour des gros distributeurs en fait alimentaires qui ont déjà des trucs qui sont bien cloisonnés, des plans de tournée qui sont faits, c'est plus facile pour eux d'arriver en fait avec le WMS maison pour pouvoir intégrer tout ça en fait dans la chaîne logistique globale. Donc c'était juste là-dessus effectivement. Après, c'est pas le même métier. Non, mais je l'ai vu que chez les distributeurs alimentaires. Hein. Moi, je dis Franprix pour Casino, c'était pareil. On parlait d'Auchan, on fait Carrefour, Leclerc, Intermarché et Système U, c'est la même. Hein. En tout cas, sur des activités qui s'intègrent. Le 3PL, il fournit du personnel, point, et éventuellement des bâtiments, comme avec Action, ce que font les choses, où ils utilisent l'outil d'Action. Donc là, tu achètes des gens avec une productivité. Enfin, excuse-moi de dire ça. Non, mais c'est clairement le cas. Et tu achètes du bâtiment éventuellement, ou alors tu fournis le bâtiment. C'est ça. Bah alors, pour moi, c'est pas du tout le même métier. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas du tout le même métier. Voilà, là, pour le coup, tout à l'heure, je disais vraiment partenaire logistique. Quand on confie sa logistique, là, dans ce cas-là, moi, je parle du cas de FM Logistique avec un bâtiment qu'on a fait construire chez Franprix pour le faire exploiter par un prestataire. Effectivement, là, on achète la paix sociale pour la RH de la boîte et c'est et de la productivité. Voilà. Et pour revenir sur l'expérience malheureuse, moi, je l'ai vécu chez Onaterra quand on a changé de prestataire logistique, où effectivement, quand le partenaire sortant est en défaut complet, c'est une galère pour le partenaire entrant. Et malheureusement, c'est un enfer à gérer. Et je sais que là, il faut de l'accompagnement. Et pour le coup, je l'ai payé de ma personne d'être souvent en fait dans le nord alors que j'habite dans le sud pour soutenir en fait le pauvre qui récupérait le dossier parce que quand ça part mal, ça arrive pas très bien non plus. Et Dieu sait que pour le coup, le changement a été bon parce que les productivités, la qualité étaient au rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise. Hein, on a fait ça en 2017 et le partenaire est toujours à la tête de la logistique Donaterra en 2024. Quoi. Je crois, Baptiste, que je vois à qui vous faites allusion et c'est un confrère ami que j'avais visité et qui m'avait justement parlé de cette intégration. Ouais, qui est plutôt grand, bon vivant, ultra sympa. Très bon vivant. Exactement. Ouais. Là, on peut le citer, c'est Olivier Corin de chez Logvad. Alors, il est proche de la retraite, etc. Mais c'est un ancien de la Redoute. Voilà, et c'était leur métier avec des équipes au top, vraiment impactées, vraiment engagées. Et pour le coup, il a jamais pris aussi cher de sa vie quand il a intégré un dossier. Mais franchement, voilà, effectivement, ça c'est un des facteurs de risque énorme, c'est que si vous avez un partenaire en face qui est pas ultra solide, ou en tout cas qui connaît pas bien son métier, vous pouvez planter la sortie et l'entrée, quoi. Alors juste, je fais un arrêt et je rebondis là-dessus. Ça ne veut pas dire que pour le client, il ne faut pas
faire le choix de changer. Ça veut juste dire, parce qu'en fait, si vous êtes avec quelqu'un qui est mauvais, il faudra quand Ah non, même il faut changer, ouais. changer. Exactement. Par contre, ça veut juste dire que ça implique de votre part peut-être un peu plus de temps à consacrer au moment d'intégration. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est de l'implication. Après, c'est David qui parlait effectivement. Alors là, je veux dire, c'est la Rolls du fonctionnement, c'est d'avoir un implant. Alors, un implant, ça peut être du permanent ou en tout cas, effectivement, moi je l'ai fait. Alors pour ceux qui, la boîte elle a été rachetée par Logs aujourd'hui, c'était via poste. Au tout démarrage, en fait, des dossiers, j'y passais quand même. Au début, quand même, au moins 2 jours par semaine. C'est contraignant, mais je pense que c'est le minimum pour mettre un dossier sur de bons rails, en tout cas quand on est dans une vision de partenariat, quoi. Moi, en tant que 3PL, je peux partager deux cas parce qu'on a quand même beaucoup de clients et donc on a vu passer beaucoup de choses. Voilà. Les deux cas un peu difficiles pour nous, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. C'est le fait qu'on ne soit pas perçu comme partenaire, mais comme prestataire, ce qui fait que en fait, ça complexifie un petit peu la relation, ça la rend très transactionnelle et ça peut nécessiter, en fait, dès le début, un peu de tension, un peu d'intégration, etc. Et donc, nous, on essaye au maximum de choisir, entre guillemets, nos clients qui sont bien dans cet état d'esprit, parce que tout est... Donc, si vous voyez en effet votre partenaire logistique comme un simple prestataire, dans la mesure où vous lui confiez quand même beaucoup, puisque c'est tout votre stock, donc c'est peut-être tout votre vie, etc. Je dirais c'est peut-être un risque que vous prenez de le voir que sous cet angle-là. Ça ne veut pas dire que vous ne le challengez pas, hein, évidemment, mais voilà. Et donc nous, on a eu des difficultés parfois avec quelques-uns comme ça, et on a décidé d'arrêter parce qu'on ne souhaitait pas non plus poursuivre dans cette démarche-là. L'autre cas qu'on a observé qui est source, je dirais, de débuts difficiles, voire même de relations difficiles, c'est quand on a affaire à des clients qui sont ou bien dans le yaka faucon, mais surtout qui sont dans une démarche de c'est bon, j'ai confié ma logistique, c'est plus le sujet, c'est plus mon sujet, et je m'occupe d'autre chose. Ce qui fait qu'on a des gens qui sont en fait complètement désengagés, et notamment quand on a affaire à des clients qui sont de petite taille et où la logistique était un peu en direct sous la responsabilité du patron slash fondateur de la boîte, et qui n'avait pas eu l'occasion je dirais, de se structurer comme il fallait, et qui était heureux presque d'avoir trouvé un sauveur qui le sortait d'une situation compliquée, mais en contrepartie, se désintéressant du sujet, n'ayant pas non plus la volonté en fait de résoudre certains problèmes qui nécessitent de travailler de son côté, fait que la relation est compliquée et que 2 semaines après, la personne nous dit: «Mais en fait, vous m'avez raconté des bobards», etc. Et en fait, non, c'est juste qu'il y a des choses qu'il faut que tu traites de ton côté que tu n'as pas traitées ou sur lesquelles tu as été léger de ton côté. Donc, on essaie de ne pas lui dire aussi violemment, mais on essaie de lui faire comprendre que si on veut que les choses se corrigent, nous, on n'a rien à faire de notre côté, mais il faut que lui, il avance de son côté, notamment parfois dans les sujets informatiques. Voilà, donc ça, c'est l'autre cas où on a pu observer des débuts compliqués. C'est une personne voilà, épuisée qui vous transmet le dossier et puis en fait, qui s'en désintéresse dans la foulée, mais ce n'était pas comme ça que ça commencera, quoi. Nous, on a impliqué la direction générale, du coup, en fait, pour le changement. Et donc, on a vraiment fait parler la direction générale de STG et la nôtre pour dire clairement les choses quand ça ne marchait pas, puisqu'on a démarré pendant le Covid. Donc, ils étaient montés en compétence sur pas de volume, rien du tout, 5000 colis par semaine. Et après, ça a redémarré très fortement. Et du coup, là, on a fait en sorte que les équipes se parlent au niveau de notre prestataire partenaire et de notre direction. Comme ça, les choses étaient dites. Et ça, c'est très bien parce que nous, en tant que 3PL, ça nous met un petit coup de pression, le fait d'avoir également la DG, la direction de nos clients. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut aussi que le client soit parfois capable de mettre les mains dans le cambouis, notamment sur les sujets informatiques ou sur les sujets, des sujets parfois très concrets, quoi. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Et on arrive au terme de notre webinaire. Est-ce qu'il y a parmi les auditeurs des questions à poser à nos experts de la prestation logistique? On a couvert tout le sujet, j'ai l'impression. Ça a été très complet. Merci à toutes et à tous. Donc, je vous propose qu'on clôture, il est 35, le webinaire.
Bravo pour vos témoignages, ça montre toute la richesse de ce métier et puis le besoin vraiment d'être professionnel pour définir à la fois le cahier des charges, signer un contrat équilibré. On n'a pas trop parlé d'équilibre un petit peu des parties. Je sais que David, ça aussi, c'est un sujet qui tient à cœur, à ce que le contrat de prestation logistique soit équilibré, qu'il n'y ait pas un qui soit plus gagnant que l'autre. On a parlé aussi donc des facteurs clés de succès, des risques d'échec. On aurait pu aussi parler des situations de crise, comment est-ce qu'on pouvait les gérer. Dans tous les cas, le webinaire a été riche. Merci à toutes et à tous. Le prochain webinaire devait porter sur la business intelligence au mois de juin, fin juin, début juillet. Finalement, donc, ça va être reporté à la rentrée. Si vous avez une volonté, un critère dans le référentiel que vous souhaitez partager, faites-nous des propositions. Et on essaiera donc d'organiser ce webinaire en début juillet avant de partir en vacances. Et puis j'avais une deuxième annonce à vous faire parvenir, c'est que Supply Chain Plus organise son colloque annuel le 26 septembre. Donc la date a changé, au départ c'était le 19 septembre. Si vous l'aviez déjà mis dans votre agenda, changez la date si vous comptez venir, c'est toujours au même endroit, c'est à La Défense, à Paris. Et ce sera le 26 septembre. Avec pour thème majeur l'intelligence artificielle au service de la supply chain. Et puis, on vous fera aussi une démonstration du référentiel qu'on est en train de digitaliser, notamment pour permettre de mesurer, d'auto-évaluer la robustesse de votre supply chain et de faire des benchmarks. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Merci. Je mets à disposition donc l'enregistrement la semaine prochaine, je pense. J'avais aussi une demande à vous faire. Est-ce que vous avez des exemples de cahiers des charges, de contrats de prestations logistiques, donc vierges, que nous pourrions partager à travers la toolbox sur ce critère contrat de prestations logistiques? Je vais t'en envoyer un. J'enlèverai des informations et je t'enverrai quelque chose, Thierry. Volontiers. Pour les autres aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des modèles. Si vous utile pour des je peux vous envoyer aussi, Thierry, un modèle si vous souhaitez. Génial. Merci beaucoup. Très bien. Bonne soirée. Il est 38. Bonne soirée. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne fin de journée.